Bonjour tout le monde, merci d'être présent. Je me présente Félix Bussière, je travaille au pôle des entreprises d'économie sociale de la région de la capitale nationale, le pôle CN pour les intimes, et je vais être votre animateur pour aujourd'hui. Bienvenue à cette quatrième activité de la série Changement de cap, une série de conférences et de panels dédiés à la transition socio-écologique. Euh, Nous invitons à vous abonner à notre infolette de la série Changement de cap pour rester informé de nos prochaines activités. D'ailleurs, on a déjà une en liste le 23 avril prochain sur le thème Comment développer la robustesse dans les entreprises et organisations dans un monde en basculement. Alors, déjà, vous pouvez vous inscrire si ça vous intéresse. Avant de débuter, je remercie nos partenaires qui permettent de la série Changement de cap d'être possible. Je nomme le RRESS, le réseau de recherche en économie sociale et solidaire, la Caisse d'économie solidaire Desjardins, la Collectivité Zen de Québec et les pôles d'économie sociale du Bas-Saint-Laurent, de l'Estrie et de la Chaudière-Appalaches. Alors, ben, voilà, on est quatre partenaires, pôles d'économie sociale, partenaires de l'activité, mais à savoir qu'il y a 22 pôles régionaux d'économie sociale au Québec avec un rôle de développement de l'économie sociale. Nous sommes là, entre autres, pour vous accompagner dans l'émergence des nouveaux projets collectifs. Donc, si vous êtes dans le développement d'un projet actuellement impliqué dans un projet, je vous invite à contacter un des pôles de votre région. On va être là pour vous aider. Si vous êtes dans la région de la Capitale-Nationale, on vous invite à suivre la page Facebook du pôle CN pour vous tenir au courant de nos événements et nos services. Alors voilà pour nos petits messages. On va être maintenant prêt à débuter dans notre sujet d'aujourd'hui. On le sait, on est conscient de l'incohérence d'être dans un modèle économique basé sur la croissance infinie, alors qu'on vit dans un système Terre aux ressources limitées. Mais est-ce possible de changer de modèle économique? Et si oui, comment est-ce possible? Une des grandes questions qu'on va aborder aujourd'hui avec notre conférencière Joëlle Vincent, qui est avec nous. Est-ce que Joël, Et là? tu peux ouvrir ta caméra? Bonjour, ça va bien? Oh, ça va très bien. Oui. Alors, ben, on a une petite bio là, sur Joël pour présenter notre conférencière avant que je lui cède officiellement la parole. Joëlle Vincent est consultante, conférencière et praticienne en prospective stratégique. Elle accompagne des individus, des organisations et des collectivités dans la compréhension des transformations systémiques en cours et dans le développement de postures adaptées aux périodes de bascule. Forte de plus de 20 ans d'expérience en entreprise et en consultation, elle s'intéresse particulièrement aux limites du modèle économique dominant et au rôle croissant de systèmes alternatifs émergents dans la construction de trajectoires plus résilientes et soutenables. Alors, à savoir qu'on, pour l'activité, on aura environ 30 minutes de présentation, de conférence, et on vous invite à prendre en note vos questions. Il y aura une période de questions à la fin de la conférence, donc l'activité devrait être terminée autour de 13h, 13h10. Alors, merci, vous êtes nombreux déjà à être là. Je cède la parole à Joël pour le début de la conférence. Merci beaucoup, Félix, pour cette belle présentation. Bonjour tout le monde. Je vais commencer par mettre ma présentation de l'avant, trouver le bon bouton pour la démarrer, parce que là, on dirait bien que je vois pas au complet. Ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient, je vous promets. Voilà, vous me dites si vous voyez bien mon écran. Je ne suis pas au début, évidemment. Oui, ça va, c'est beau. Attendez un petit peu. Voilà, je recommence. Voilà. Ça fonctionne? Oui, Excellent. Bon, alors voilà. Je me lance. Aujourd'hui, comme le disait Félix, on va parler de changement de système économique. On va se poser la question, est-ce que c'est possible? Si oui, pourquoi? Puis comment on peut procéder à ce changement de système économique-là? Je trouve que c'est important. On se connaît pas beaucoup. J'ai vu qu'il y a des gens dans la salle avec qui je suis plus familière, mais beaucoup de nouveaux visages.
de présenter, pour commencer vite, vite, les lunettes avec lesquelles je regarde le monde pour juste mettre un petit peu en perspective les éléments que je vais apporter dans la conférence, dans la présentation aujourd'hui. Je suis une prospectiviste. Ce que ça veut dire, c'est définitivement que je n'ai pas de boule de cristal. Donc, dans la présentation aujourd'hui, je ne vais pas vous faire des prédictions ou vous embêter avec ce que je pense qui va arriver dans notre futur collectif. Ce que je fais par contre, c'est que je m'intéresse depuis fort longtemps à l'étude des tendances lourdes, des signaux faibles, et j'élabore des scénarios de futur possibles pour mes clients. Donc, c'est à travers cette lunette-là, en fait, que je vais vous présenter à la fois un regard historique sur les transformations systémiques importantes là, qui se sont passées et qui ont été étudiées par les historiens à travers les décennies, puis surtout l'histoire plus récente et moins récente. Puis, on va regarder aussi un modèle en particulier de transformation systémique là, qui nous intéresse en particulier. Donc, c'est un peu de quelle façon je vais vous présenter ma conférence aujourd'hui. On va commencer par poser une question. On parle d'un changement de système économique. Ça implique la fin de quelque chose. Ça implique en fait un changement imminent potentiellement. Puis, je me suis posé déjà la question, est-ce que justement on peut penser qu'on est sur le point d'une transformation, d'un changement de façon assez imminente? Puis, ce que je remarque, moi, depuis quand même un certain temps, pour passer mon temps justement à étudier les tendances lourdes, les signaux faibles, c'est que de plus en plus, il est discuté là, dans l'espace public de quelque chose qui est en train de se passer, hein. On a ce sentiment-là collectif que on arrive à la fin de quelque chose, qu'il y a vraiment une transformation du monde qu'on a connu à plein de niveaux. Puis là, on se pose la question, est-ce que justement c'est possible qu'on arrive à à la fin de quelque chose prochainement? Si on arrive à la fin de quelque chose, ben, il faut se poser la question à la fin de quoi? Puis là, ben, dans ce qui revient vraiment souvent, il y a est-ce qu'on arrive à la fin du modèle du capitalisme néolibéral? Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup. Est-ce que c'est la fin de la mondialisation telle qu'on l'a connue? Est-ce que c'est la fin de l'ordre mondial, hein, qui a été beaucoup discuté récemment depuis que, entre autres, notre premier ministre en a fait un discours mémorable à Davos. Est-ce qu'on arrive à la fin de l'Empire? Est-ce que c'est on parle depuis longtemps le déclin de l'Empire américain? Est-ce que finalement est venu le moment de la chute de cet empire-là? Est-ce que ce sera la fin de l'économie extractiviste? Est-ce que c'est la fin de la croissance économique? Donc, on parle de potentiellement la fin de plusieurs choses. Quand on parle de la fin d'un système ou d'un système économique, il y a plein d'éléments qui peuvent être nommés comme ça, puis c'est difficile de s'y retrouver. Moi, ce que je pense, puis ce que je propose aujourd'hui, c'est que euh, la fin du système économique là, tel qu'on a envie de réfléchir, puis de quoi on parle exactement, ça dépend de quelle façon on pose la question du pourquoi, hein. La thématique du webinaire, c'est changer de système économique, pourquoi et comment? Bien, le pourquoi, en fait, on peut le poser de deux façons. Pourquoi on doit ou pourquoi on devrait changer de système économique? Puis il y a pourquoi on va, selon moi, changer de système économique. Je vais passer très rapidement sur le pourquoi on doit changer de système économique parce que j'ai l'impression qu'avec l'auditoire qu'il y a dans la salle, c'est pas quelque chose que j'ai besoin de vraiment passer beaucoup de temps, en tout cas sur ce sujet-là. On le sait, les limites planétaires, il y a 9 limites planétaires qui ont été identifiées par les chercheurs comme étant les limites à ne pas dépasser pour permettre suffisamment une stabilité du système Terre qui permet la vie sur Terre, là, qui est quand même non négligeable. Il y en a 7 de déjà dépassés, donc on est un peu dans le trouble à ce niveau-là. C'est aussi un système actuellement qui permet une croissance des inégalités de façon exponentielle puis inédite. Cette croissance-là des inégalités entraîne plein d'éléments non souhaitables, non souhaités, comme la pauvreté, la polarisation, la violence, etc., etc. Donc, euh,
je pense qu'on est plusieurs à s'entendre sur le fait que certainement il y a quelque chose qui doit changer. Donc, je n'insisterai pas plus que ça sur cet élément-là, ce volet-là de la question du pourquoi. Par contre, je trouve qu'on ne passe pas suffisamment de temps sur, ou on n'a pas suffisamment d'intérêt actuellement à réfléchir à pourquoi, tôt ou tard, ce système-là, il va changer. Donc, il y a la possibilité de le transformer par choix parce qu'on trouve que d'un point de vue éthique ou moral, il y a des raisons de le transformer. Mais d'un point de vue structurel, il y a vraiment plusieurs éléments qui font en sorte que, éventuellement, si on ne prend pas la décision de le transformer, ce système économique-là arrivera à sa fin de vie utile d'une façon ou d'une autre. Et bon, j'ai des webinaires qui durent 1 heure et demie sur juste ce sujet-là. Alors, je vais l'effleurer volontairement aujourd'hui parce qu'on n'a pas ce temps-là, mais clairement, on le constate aujourd'hui de plus en plus. On a longtemps été aveugle par rapport à le lien entre, par exemple, les ressources naturelles, les ressources énergétiques et le système économique dans lequel on se trouve actuellement, en particulier le lien avec l'énergie et le pétrole, en particulier, le pétrole étant une ressource énergétique qui est encore extrêmement utile au système économique en place. Avec la guerre en Iran, on en prend beaucoup plus conscience aujourd'hui. Eh bien, ces ressources énergétiques-là sont de moins en moins accessibles et il va en coûter de plus en plus cher pour y accéder. Oui, on est en train de faire une transition. Par contre, la transition ne se produira peut-être pas, ça fait partie des scénarios, encore une fois, possibles, à la vitesse qui permettrait qu'on puisse maintenir le système économique actuel basé sur la croissance qui fait en sorte qu'on doit envisager de doubler la taille de l'économie à chaque 24 ans à peu près pour maintenir le système économique en place et en particulier le système financier qui vient avec. Donc, cette raréfaction-là des ressources naturelles et énergétiques entraîne des failles de plus en plus importantes, des tensions de plus en plus importantes sur ce modèle, ce système économique-là, qui crée de l'inflation, qui crée de plus en plus de dettes au niveau mondial. En fait, le système actuellement repose essentiellement sur de la dette, hein. Le système actuel est extrêmement financiarisé. Donc, on estime à peu près la dette mondiale à peu près à 330 du PIB. Donc, il y a une déconnexion importante entre l'économie réelle, hein, les tables, les chaises, les services réels qu'on produit et l'économie qui est aujourd'hui financiarisée. Donc, le fait qu'on arrive à bout des ressources naturelles qui sous-tendent ce système-là, qui fait en sorte que de plus en plus, on doit se servir de la béquille qui est la dette, ben, fait réfléchir beaucoup sur la survie à long terme de ce système économique-là. Les avancées technologiques aussi, hein, on parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment. Un système économique qui pourrait, ça fait partie des scénarios, encore une fois, pas de boule de cristal, mais qui pourrait remplacer une portion quand même relativement importante de certains emplois dans un avenir plus ou moins rapproché, ben, remet en question, encore une fois, un système capitaliste, par exemple, qui repose sur le fait qu'on a des travailleurs, donc des consommateurs. Donc, de quelle façon est-ce qu'on peut maintenir ce système-là en place avec une transformation très, 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 très rapide au niveau de la technologie comme ça qui nous permettrait peut-être pas de se réajuster à temps. Donc, ça fait partie également des questions importantes au niveau de la survie de ce système actuel-là. Et finalement, au niveau de la démographie également, le système repose historiquement
sur le fait qu'on a de la croissance démographique de façon continue au niveau mondial, qui fait qu'on a de plus en plus de travailleurs et qu'on a de plus en plus de consommateurs. Si on en croit nos démographes, on s'en va vers une stabilisation puis un déclin au niveau mondial de la population. Puis si on regarde d'autres scénarios qui nous ont été proposés dans les années 70 avec les limites à la croissance, ben, on pourrait même à ce moment-là envisager des scénarios où la chute de la démographie se fait encore plus drastiquement et dramatiquement. Donc, dans un contexte où vieillissement, diminution de la fécondité et ou chute drastique de la population au niveau mondial, comment on peut s'imaginer qu'un système qui repose sur la croissance tienne la route à plus long terme? Alors, pour toutes ces raisons-là, on pense qu'il y aura une fin à ce système économique-là dans lequel on se trouve. Encore une fois, juste pour les besoins de cette présentation-là, précisons, on parle de la fin de quoi? On a nommé plein de termes, plein de mots. Moi, j'ai envie de vous proposer, puis là, c'est vrai qu'il y a plein de mots là-dedans, mais juste pour qu'on puisse continuer à réfléchir ensemble sur sur le même élément. On va établir qu'on parle du système économique dominant hein, au niveau mondial qui est basé sur la croissance continue qui est mesurée par le PIB puis qui permet une augmentation exponentielle des inégalités et qui ne tient pas compte des limites planétaires. Donc, ce système-là économique, est-ce qu'il est appelé à changer comment ça pourrait se produire si ça devait arriver? Ben, commençons par regarder, quand on fait de la prospective, puis qu'on regarde en avant et qu'on fait des scénarios de futurs possibles, on regarde d'abord ce que l'histoire nous enseigne, parce que là, en ce moment, on a beaucoup l'impression, comme être humain, que ce qu'on vit, c'est inédit, puis que ça s'est jamais produit, on a l'impression là, vraiment que c'est quelque chose d'assez inusité, inhabituel. Alors que quand, justement, on regarde un peu comment ça s'est passé dans l'histoire, on se rend compte qu'au contraire, ça s'est déjà produit à plusieurs reprises et il s'agit finalement de cycles. Ça s'est produit dans plusieurs civilisations à plusieurs époques. Il y a un élément, par contre, qui différencie ce qu'on est en train de vivre actuellement, puis on va y revenir dans quelques minutes. Alors, il y a quand même pas mal de chercheurs qui ont étudié les grandes transformations historiques à travers le temps. Comme je n'avais pas beaucoup de temps, j'ai pris quelques-uns d'entre eux pour vous les présenter. Donc, selon Luke Kemp, qui a écrit un livre sur le sujet récemment, vous allez pouvoir le retrouver dans les références à la toute fin, qui a étudié 300 études de cas, 340 si je ne me trompe pas, cas il appelle ça lui des effondrements d'empire, qui sont selon moi des grandes transformations systémiques. Eh bien, ce qu'il nous enseigne, ce monsieur-là, c'est que ces transformations-là, elles sont structurelles et cycliques. Donc, comme je le disais, ce sont des cycles et ça revient. Elles se produisent sur de très longues périodes. Donc, c'est pour ça que le terme effondrement, je le remets un peu en question parce que ça a tendance à faire très peur et c'est controversé comme terme. Par contre, quand on le regarde avec l'œil d'aujourd'hui, quand on regarde le passé, ça nous paraît comme des effondrements drastiques et rapides, alors que ce qui a été vécu par les gens qui vivaient ces grandes transformations systémiques-là, en réalité, c'est un peu l'effet de la grenouille dans l'eau bouillante. Ça se vit sur des très longues périodes de temps. Donc, c'est plutôt ce sentiment-là qu'on a peut-être aujourd'hui. En fait, je fais le parallèle avec ce qu'on ressent aujourd'hui, qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver, que notre système craque un peu de partout, puis qui est peut-être en train de se transformer. Alors, ces grandes transformations systémiques-là sont aussi multifactorielles. Donc, il y a plusieurs causes qui sont interconnectées, interreliées, qui s'inter-influencent. Mais ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est que
dans la plupart des recherches, des études historiques sur les grandes transformations, les inégalités reviennent pas mal tout le temps et lui, il l'a défini comme cause principale. Donc, le fait qu'il y ait de grandes inégalités serait souvent un élément important, sinon un élément déclencheur lors des grandes transformations systémiques. Donc, je pense que c'est important d'en tenir compte. Ces transformations systémiques-là passent généralement par des périodes de destruction nécessaires. On va voir ça avec le modèle de la double boucle là, que je vais vous exposer dans quelques secondes, quelques minutes. Et de façon nécessaire, il y a un certain chaos, hein, il y a de la turbulence, ça brasse un peu pendant cette période-là de transformation. Par contre, ce que j'ai envie de mentionner aussi, d'être très important, la cohésion sociale fait toute la différence sur la façon dont vivent les civilisations, les pays, les collectivités, les communautés, comment ils vivent cette période-là de transition, de transformation. Donc, plus la cohésion sociale est forte, plus on vit bien, on passe à travers cette transformation-là de façon plus sereine, si on peut dire, même si on n'évite pas quand même les vents forts, si on peut dire comme ça. Je trouve que c'est quand on réfléchit à cet élément-là qu'on se rend compte qu'on a quand même une certaine richesse ici au Québec en particulier, parce que quand on se compare avec la plupart des autres endroits du monde, on est quand même assez bien placé en termes de cohésion sociale et de tissu social grandement soutenu, entre autres, par notre filet social. Donc, ça aussi, c'est à réfléchir. Euh, un autre des chercheurs ou des livres que je vais vous suggérer d'ailleurs, c'est Peter Turchin, qui est un mathématicien et un historien qui a beaucoup aussi réfléchi à comment se sont passées les grandes transformations systémiques de société à travers le temps. Et lui, il le voyait en quatre phases. Sa théorie à lui, c'est que quand une société produit trop d'élites, ce qui est généralement ce qui se passe quand que ça va bien, hein, quand il y a quand même une certaine abondance, les gens arrivent à améliorer leur situation, puis ça crée une situation où on se retrouve avec trop d'élites pour le nombre de sièges disponibles au pouvoir. Et c'est une insatisfaction là, de ces élites-là qui n'arrivent pas à atteindre leurs propres objectifs, qui déclenche des révolutions. En fait, il entraîne le reste de la population finalement dans des grandes transformations. Puis lui, le graphique ici qui est présenté, en fait, c'est qu'il propose, il a regardé un petit peu aux États-Unis comment ça s'était passé, ces grands cycles historiques-là, puis il est en train de proposer peut-être qu'on est à la veille d'une autre grande transformation. Encore une fois, ici, c'est une hypothèse. Pour moi, ça, c'est un des scénarios potentiels, mais ce n'est pas nécessairement que le seul scénario, mais je trouvais ça intéressant, puis je vous invite à lire ses écrits. J'ai mis aussi un écran, une capture d'écran d'un vidéo de Ray Dalio, surtout pour vous montrer qu'il y a des gens qui réfléchissent à ces sujets-là avec plusieurs angles très différents. Ray Dalio, c'est un économiste, en fait, qui a démarré un fonds d'investissement. Je pense que c'est le fonds d'investissement qui est le plus grand à travers le monde aujourd'hui. Et pour être capable de faire ses prédictions adéquatement et avoir autant de succès au niveau économique, il a regardé comment ça s'est passé, ces transformations-là, puis comment ça se passe au niveau économique, la montée et le déclin des empires pour être capable justement d'anticiper les grandes transformations à travers le monde. On voit encore une fois cette notion-là de cycle et le fait que les cycles ou les empires, en tout cas, se superposent. C'est, je pense, la notion qui est la plus intéressante là, dans sa proposition. Là, encore une fois, il fait une prédiction. Il ne fait pas juste regarder l'histoire, hein. Il est en train de nous dire que l'Empire américain est sur son déclin et que c'est peut-être la Chine qui va la remplacer. Encore là, des bémols quand même importants à faire parce qu'il s'agit ici d'une prédiction alors qu'il y a plusieurs scénarios possibles. C'est pas du tout à mon avis, entendu que c'est ce qui va se passer. Il y a plusieurs autres possibilités à travers ça, mais pour vous montrer que plusieurs
euh, intellectuels réfléchissent en ce moment sur ces grandes transformations-là systémiques, puis beaucoup concentrées au niveau de l'Empire américain ou du système qui est dominé actuellement par les Américains. Pourquoi? Bien parce que la distinction, tantôt je vous disais, il y a quand même un élément qui est différent par rapport à ce qui a été vécu dans l'histoire, dans les grandes transformations. C'est le fait qu'aujourd'hui, on est interconnecté de façon très, très importante, comme on ne l'a pas vécu dans le passé, dans les grandes transitions du passé. Donc, les effondrements dont parlait Luke Camp, par exemple, et Peter Turchin, se vivait à l'échelle habituellement nationale, régionale, locale, mais principalement nationale, alors qu'aujourd'hui, étant donné l'interconnexion de nos économies, nos systèmes financiers, de nos chaînes d'approvisionnement, on a vu ça dans la COVID, la pandémie de la COVID-19, à quel point on était fragile au niveau de nos chaînes d'approvisionnement. C'est vrai aussi au niveau de nos systèmes financiers, c'est vrai au niveau de l'approvisionnement en pétrole, également, on le constate aujourd'hui. Donc, quand il y a des fragilités au centre, c'est là où les effets peuvent se propager partout quand on étudie les systèmes complexes. Là, c'est comme ça que ça se produit. Donc, cette fois-ci, c'est possible que s'il y a quelque chose d'important qui se passe dans un élément très central de ce système-là, qu'on parle des États-Unis ou d'autres éléments du système, on pourrait en subir les répercussions là, un peu partout à travers la planète. C'est un peu la distinction par rapport à ce qu'on a vécu jusqu'ici dans le passé. Fait que là, on a regardé un peu le passé. Maintenant, on peut réfléchir plutôt sur quand on observe les modèles de transformation systémique, qu'est-ce qu'ils nous enseignent? Il y en a plusieurs, des modèles de transformation systémique. Aujourd'hui, on va regarder celui de la théorie de la double boucle du Berkana Institute. Parce que je trouve qu'il est quand même visuellement intéressant à présenter et assez simple à comprendre. Puis quand on compare avec d'autres théories de changement systémique, c'est souvent les mêmes notions qui reviennent. Puis celui-là, je le trouve particulièrement bien intéressant dans le contexte de ce qu'on vit actuellement. Donc, vous pouvez voir, il y a deux boucles, de toute évidence. La première représente le système dominant. Donc, tantôt, je vous ai proposé qu'on réfléchisse au système économique dominant au niveau mondial, basé sur la croissance mesurée par le PIB, etc. Donc, ce système-là, qui est en croissance depuis quand même un certain nombre de décennies maintenant. Et il y a des phases que la théorie de la double boucle nous dit, c'est que chaque système dominant a sa phase de montée, d'apogée et de déclin. Et à l'intérieur de ces phases-là, il y a des phases, justement 4 phases pour être plus précise, et des rôles à jouer par les individus et les organisations qui composent ce système-là. Donc, bon, le système dominant, à partir du moment qui a pris son envol et qui est sur sa montée, il y a une phase d'intendance, hein. Le système fonctionne relativement bien. Il faut le gérer. Donc, il y aura plein de gens à l'intérieur de ce système-là qui auront le rôle de gérer le système, de faire en sorte qu'il continue sa progression et que ça se passe relativement bien. C'est pas tellement la phase qui nous intéresse en ce moment. Il y a ensuite oups, je vais aller trop vite. La phase qui suit l'apogée et qui nous amène à commencer la descente, le déclin. À ce moment-là, on va avoir des gens qui vont devoir s'occuper d'accompagner le système dans cette phase-là. Puis il y a aussi des gens qui vont commencer à réfléchir à de quelle façon on va devoir remplacer aussi des éléments du système qui ne fonctionnent pas. Donc, on est surtout à l'intérieur du système en train de réfléchir à comment on répare, on fait fonctionner le système, mais il y a quelque chose qui est en train de se produire en parallèle à l'extérieur de ce système-là. On va en parler davantage quand on va parler de la deuxième boucle. Et quand là, vraiment, le déclin est plus qu'amorcé, là, on est vraiment dans la phase
suivante la chute est définitivement bien enclenchée, ben là, on va avoir besoin de gens dans le système qui vont être aux soins palliatifs de ce système-là, donc qui vont à la fois prendre soin des gens qui sont très affectés par la chute de ce système-là. Aujourd'hui, on peut penser, par exemple, à des travailleurs de certains secteurs qui vont être très impactés par la fin d'un certain système de ce système économique-là. Ben, on ne veut pas les laisser, on ne peut pas laisser ces gens-là de côté. Alors, il va falloir avoir des gens qui vont avoir ce rôle-là d'accompagner le système dans son déclin. Et quand on est vraiment à la toute fin, ben là, à ce moment-là, on est plutôt dans, ben, on est des écologistes hein, ici, alors on ne jette pas à la poubelle, on veut plutôt composter. Donc, on va identifier, il va y avoir un tri à faire. Hein. Il y a des choses qui sont quand même intéressantes probablement qu'on voudra conserver, mais il y a des choses qu'on ne voudra pas conserver et ces choses-là, on va les mettre au compost. Important de garder en tête cet élément-là de tri. On va y revenir. Et là, quand on passe à la deuxième boucle, on est plutôt dans le système émergent. Hein. Si on pense à ce que Ray Dalio nous a proposé, puis c'est un peu la même chose avec Peter Turchin, il y a toujours quelque chose qui est en train de se préparer quand quelque chose est en train de mourir. Et les deux se superposent. Donc, on voit un peu cette superposition-là ici. Quand le système est à son apogée, il y a quand même des cracks déjà qui commencent à se faire ressentir dans le système dominant. Et on se rend compte à ce moment-là qu'il y a des besoins qui ne sont pas comblés ou il y a des gens qui ne semblent pas satisfaits nécessairement de ce système principal-là. Alors, des pionniers, hein, les petits points oranges, c'est ce qu'on appelle dans la théorie de la double boucle les pionniers qui vont mettre en place autre chose, qui vont proposer des systèmes alternatifs, que ça soit à petite échelle, au niveau local, par exemple, mais à l'extérieur du système actuel ou en marge, tu sais, pas nécessairement complètement à l'extérieur, mais en marge de ce système-là. Et on va les appeler, c'est ça, les pionniers ou les émergences. Et le rôle à ce moment-là qui va être bien important, puis je pense qu'il y a probablement plein de gens dans la salle qui vont peut-être se reconnaître là-dedans, c'est que les pionniers sont souvent des gens sur le terrain qui vivent des choses et qui ont les bonnes aptitudes pour faire c'est des promoteurs, c'est des gens, des développeurs, des gens qui vont partir des nouvelles initiatives. Ils n'ont pas nécessairement toujours soit le forum ou les connaissances ou les compétences pour bien expliquer ce qu'ils sont en train de faire. Donc, il y a un rôle important à ce moment-là de nommer ces émergences-là, de les bien les expliquer, de les étudier, de comprendre ce qui est en train de se passer là, de les catégoriser, de les cartographier, etc., pour être capable justement de bien comprendre ce qu'elles sont puis pourquoi elles sont là. Donc, il y a ce rôle-là qui va être à mettre de l'avant, qui est déjà en train de se produire, puis qui doit continuer. Après ça, il va y avoir une étape très, très importante de connecter, parce que pour qu'un système émergent puisse être l'heureux élu du prochain système dominant, il faut que les émergences qui ont des liens en commun, qui veulent au final produire les mêmes conclusions, si on veut, doivent se réunir, doivent se relier, doivent se connecter, doivent s'organiser, doivent se structurer, parce que les émergences toutes seules n'auront pas cet impact-là, n'auront pas cette capacité-là de faire basculer le système. Alors, ça va être important de jouer ce rôle-là de connecteur. Et par la suite, à ce moment-là, il va y avoir un rôle au niveau de certaines personnes de les réunir sous un même thème, sous un même chapeau. Ça va prendre un mouvement, ça va prendre un cadre. Souvent, ça va se retrouver sous des thématiques d'association, par exemple, justement pour être capable de leur permettre à ces pionniers-là, ces émergences-là qui sont maintenant structurées, connectées, d'avoir l'impact qui est souhaité.
Et finalement, à ce moment-là, on va plutôt aller vers la phase de les mettre sous la lumière. On va être à l'étape plus des récits, de pouvoir expliquer à la population plus générale pourquoi c'est quelque chose qui est une bonne alternative pour finalement se rendre jusqu'à l'étape finale qu'on est dans le système qui est transformé. Donc, le système émergent est devenu le nouveau système dominant. Puis on dit système transformé, et là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on a fait le tri dans ce qu'on voulait et ce qu'on voulait plus de l'ancien système dominant. Le système transformé n'est pas nécessairement complètement l'opposé ou 180 degrés de l'ancien système. C'est souvent une recomposition. On va voir un petit peu plus loin ce que ça veut dire. Et là, la période un peu chaotique va se trouver entre, bien justement, le début du déclin du système dominant et quand le nouveau système va avoir vraiment pris son ampleur. On va le retrouver justement mieux illustré, je pense, quand on regarde la théorie des systèmes, les points de bascule, en fait, dans un système, tout type de système, là, que ce soit des systèmes sociaux en biologie ou au niveau du système Terre, etc. Un système va être stable jusqu'à ce qu'il y ait des tensions suffisantes qui fassent en sorte qu'il atteint un point de bascule. Et là, tout d'un coup, il change d'état. Donc, c'est pas linéaire, c'est pas graduel, c'est vraiment il y a une montée au niveau des tensions. Puis là, quand il y a suffisamment de tensions, ben là, on bascule à un nouvel état qui va être chaotique là, quand on regarde la descente. Là, ça va être là la période de chaos jusqu'à ce que le système retrouve une nouvelle stabilité, mais dans un système qui va être à ce moment-là transformé. Un nouveau système qui va encore une fois être probablement un mélange de ce qu'on vivait avant, puis des nouvelles émergences qui vont avoir pris davantage de place. Alors là, ça va être important à ce moment-là, la notion de masse critique, parce que pour arriver en sociologie ou en tout cas au niveau des systèmes humains à ce point de bascule-là, on ne dit pas que ça prend 100% des gens qui sont d'accord avec la transformation systémique. C'est pas très démocratique non plus, c'est pas 50% plus un. Ça prend une minorité, mais surtout une minorité qui est active, qui est vraiment organisée, qui est visible. Alors, quand on parlait de regrouper nos pionniers, de les connecter pour qu'ils puissent se structurer, ça revient un peu à cette notion-là aussi de masse critique qui fait en sorte qu'on peut penser à des bascules de système. Donc, là, je pense que c'est là que ça peut être intéressant. En ce moment, on a plein d'organisations. Si on pense à l'économie sociale, si on pense à la transition socio-écologique, plein d'organisations distinctes, mais est-ce qu'on est vraiment tous regroupés sous une même bannière avec un mouvement relativement cohérent et visible? Ben là, c'est peut-être là la question qu'on pourra se poser par rapport à la transition socio-économique ou en tout cas la transition qui est en train d'émerger. Qu'est-ce qui va remplacer le système dominant? Ben, c'est une très bonne question. Comme je vous ai dit, moi, je n'ai pas de boule de cristal, mais j'ai envie de poser la question, quel rôle l'économie sociale dans la transformation? Quel est ce rôle qu'elle pourrait jouer? J'achève, Félix, il me reste deux, trois diapos. Je vous invite à prendre connaissance, si vous ne le connaissez pas déjà, de ce livre-là qui vient de sortir. Ça fait pas très longtemps, je pense que c'était en début d'année, mais en tout cas, moi, j'ai assisté récemment au lancement en visio du livre en question. Puis, il propose, je me suis surtout intéressée au dernier chapitre qui, justement, discute de comment l'économie sociale pourrait être considérée comme un projet transformateur. Je trouvais que c'était pertinent dans le cadre de ce webinaire-là. Et est-ce qu'elle pourrait, justement, l'économie sociale, être un projet de transformation? Ben, oui, dans la mesure où elle vise à replacer les besoins humains et écologiques au centre de l'économie. Hein. On a dit en début de conférence que c'était l'un des gros problèmes du système actuel. Favoriser la démocratie économique, c'est un autre de ses objectifs, puis une plus grande redistribution. Donc, c'est définitivement des objectifs qui pourraient faire en sorte qu'on remplace un système qui n'était plus adéquat par quelque chose qui serait plus intéressant d'un point de vue des besoins humains, certainement, et écologiques. Par contre, ils font remarquer que c'est pas seulement un ensemble d'organisations qui va pouvoir faire en sorte qu'on ait cette transformation systémique-là. Ça prend plus que ça.
Puis là, ils vont mentionner justement que il s'agit, quand on regarde l'économie au complet, pas le système économique dominant actuel. Quand on parle de l'économie au complet, il n'y a pas que justement les échanges marchands qui étant les éléments les plus prédominants justement dans le système capitaliste ou dominant actuel. Il y a aussi le travail non rémunéré, les dons, les coopérations, le partage de ressources, les communs, etc. Et l'économie est un assemblage de ces pratiques économiques-là. Et là, transformer l'économie, ce que les auteurs proposent, c'est pas nécessairement de remplacer un système par un autre. Fait qu'on n'est pas en train de dire nécessairement, en tout cas dans ce que j'ai compris, moi, de la proposition des auteurs, qu'on prend le système, par exemple, actuel dominant, basé sur le capital, la croissance, peu importe, et que là, tout à coup, on le met à la poubelle au complet, puis que là, on propose un système seulement basé sur l'économie sociale. Ce qu'il propose, c'est une recomposition de ces assemblages-là. Peut-être qu'il y a un peu trop, justement, de poids qui est accordé sur les échanges marchands. Peut-être qu'il faut redistribuer, justement, cet assemblage-là, puis revoir un peu notre mécanique autour de ça. Ils disent aussi que les transformations habituellement se font pas, on a souvent tendance à s'imaginer que ça se fait top-down. Puis là, on attend que nos dirigeants, nos élus nous proposent un grand plan de société, un projet de société, hein. On a toujours le projet de société, alors que les transformations se font plutôt par l'émergence. Donc, elles viennent d'initiatives locales. C'est important que ces initiatives-là locales soient reliées entre elles. Donc, on retrouve les mêmes réflexions que dans la théorie des doubles boucles. Et c'est à partir de là que progressivement, elles vont former cette nouvelle configuration économique-là. Et à ce moment-là, le rôle de l'économie sociale sera de renforcer les communs, de soutenir la démocratie et de créer ces réseaux d'initiatives locales-là. Alors, l'invitation aujourd'hui est peut-être de voir est-ce que ce regroupement-là est pas, est-ce on n'est pas rendu à cette étape-là, là, d'avoir une bannière, un regroupement, une façon de se structurer qui va faire en sorte qu'on peut proposer cette émergence de nouveaux systèmes transformés-là, basés davantage sur l'économie sociale, parce qu'il y a d'autres courants dans les pionniers puis les émergences, puis ben, moi, je propose qu'on soit celle qui gagne la course à la transformation, puis à ce que ça soit ce nouveau système-là qui émerge. Voilà, j'ai mes petites références ici pour aller plus loin, mais je pense que vous allez les recevoir de toute façon de la part de l'équipe du pôle. Alors, je vais arrêter ma présentation pour